Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer cette session et je vous ai tout de suite mis en document, alors j'ai vu que les petites flèches ne sont pas passées, hein, le corrigé du tableau qu'on avait vu la semaine dernière. Et ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai, je changerai le diaporama que j'avais déposé sur le Drive pour que vous ayez cette correction. Voilà. Je changerai aussi le document Word en ayant enlevé les petites erreurs qu'il pouvait y avoir. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, donc l'objectif, c'est de balayer la fin du cours, hein, sur la diversification des génomes. Et puis demain, comme j'ai commencé à l'indiquer sur le Drive, et certains l'ont vu, donc on corrigera les exercices. Donc, je vous propose de revenir sur les deux exercices qu'on n'avait pas fait en TP d'enzymologie. D'accord. Et puis tous les exercices de génétique, sachant que là, je vais reprendre un petit peu deux, trois points de méthode pour ces exercices de génétique. Voilà. Euh, donc, sur ce tableau, hein, je ne vais pas en redire beaucoup plus. Je vais quand même faire le bilan sur les différents types de mutations pour bien qu'on soit tous d'accord. Premier point, vous avez des modifications qui sont à l'échelle de l'ADN. D'accord. Donc, dans ce cas-là, c'est de la substitution. Si c'est de la mutation ponctuelle, hein, c'est de la substitution, de la délétion ou de l'insertion. Les effets sur les protéines sont variables et on va nommer ces mutations en fonction des effets sur la protéine. Donc vous avez des mutations qui sont silencieuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet. Hein, on reviendra sur le fait que le code génétique est redondant et donc on peut changer un nucléotide sans modifier l'acide aminé pour lequel le gène code. Vous avez également des mutations qui seront des mutations non-sens, c'est-à-dire qu'on remplace un acide aminé par un autre. On arrive à produire une protéine, elle peut être fonctionnelle, elle peut ne pas l'être, elle peut être mieux, elle peut être moins bien, elle peut être plus active, moins active, enfin ça dépend. Voilà. Elle peut être avantageuse ou désavantageuse, plus que mieux et moins bien, ça va mieux. Vous avez également ce qu'on appelle des mutations faux sens. C'est quand le changement, la substitution d'un acide aminé par un autre aboutit à la mise en place d'un codon stop. Dans ce cas-là, on va avoir une protéine tronquée. Alors, si elle est tronquée presque à la fin, elle peut être encore fonctionnelle, mais si elle est tronquée au début, elle n'est pas fonctionnelle. Et surtout, quand on a des protéines trop anormales, en fait, le système de traduction ne fabrique pas les protéines, hein, ou détruit les protéines, ou détruit même l'ARN messager. Donc, il n'y a pas de protéines produites. Et puis, vous pouvez aussi avoir, en cas d'insertion de délétion, le plus souvent un décalage du cadre de lecture. Et dans ce cas-là, on a vraiment une protéine anormale qui ne sera pas produite. Voilà, pour le bilan sur les mutations, que je voulais juste reprendre un petit peu. Euh, oui, en fait, les premières cases, là, à chaque fois que vous avez un espèce de truc noir, c'est que la, la petite flèche n'est pas passée. Donc, c'est C donne A en position 9, A donne T en position 20. D'accord. Alors, ne recopiez pas tout ça maintenant parce que vous allez l'avoir disponible. Voilà. Donc, maintenant, je vais vraiment reprendre le cours là où on l'avait laissé. En fait, je vais reprendre au niveau de la méiose. D'accord. Et je vais reprendre un petit peu cette fameuse prophase 1 de méiose. Est-ce que pour tout le monde, hein, les différentes phases de la méiose sont à peu près comprises ou est-ce qu'il faut que je reprenne ça? Donc dites-le moi, ouais, d'accord, par chat. Si c'est pas compris, vous me dites, on reprend. Alors, ce que je voudrais les reprendre malgré tout, c'est vraiment cette prophase 1 et également les cycles de développement. Alors, sur les cycles de développement, hein, j'ai fait un petit film, des petits films, donc normalement, ça devrait être bon. C'est-à-dire qu'il vous suffit de les visionner et je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Cependant, on peut quand même reprendre deux, trois points. Moi, je voudrais reprendre deux, trois points concernant les angiospermes. Voilà. Donc, vous avez bien compris les cycles haplophase, diplophase. Pour les angiospermes, donc vous avez ce document-là que je vous ai donné. Donc, ce n'est pas du tout ce que je vous ai mis dans l'autre cours ou ce que j'ai fait de façon précise un peu plus précise sur le tableau, sur le film. Mais il y a des points importants ici et des détails un petit peu plus importants. Euh,
Donc là, on prend l'exemple du petit pois. En plus, c'est certainement un exemple qu'on prendra pour étudier le fruit. D'accord. Et donc, voici ce qui se passe. Alors, chez les angiospermes, donc, comme vous l'avez vu sur le film, ou peut-être pas encore, vous avez un cycle haplodiplophagique, donc une diplophase, qui est la plante, d'accord, et une haplophase qui est assez réduite, qui va donner des petits organismes haploïdes pluricellulaires, qu'on appelle pour la femelle le sac embryonnaire, pour le mâle le grain de pollen, et qui vont, eux, produire des gamètes. Donc on a le sporophyte, qui est diploïde et qui produit des spores, d'accord, qui seront à l'origine, quand elles vont germer, ces spores, ou se multiplier, à l'origine du gamétophyte, d'accord, mâle et femelle, qui va produire les gamètes. Donc si je prends la diapositive suivante, on a ce qui se passe au côté mâle. Donc côté mâle, on a en fait une méiose qui va donner des microspores qui vont par division méiotique, non pardon, oui, on a une méiose qui vont donner des microspores et chaque microspore va se diviser pour donner donc un grain de pollen. Ce grain de pollen va avoir une cellule qui est à l'origine des gamètes et une cellule végétative. Voilà. Euh, du côté femelle, donc on a une cellule qui va subir la méiose et qui va donner une mégaspore. Cette mégaspore se multiplie pour donner une structure qui est le sac embryonnaire, structure haploïde, dans lequel vous allez avoir deux gamètes. Alors chez les angiospermes, on a aussi cette double fécondation dont je vous ai un petit peu parlé sur le film. Donc voilà, vous regarderez tout ça. S'il y a des questions, vous les poserez bien sur Discord, par exemple. Je les prendrai à ce moment-là. Donc ensuite, on a les différentes étapes de la méiose. Et je vais revenir sur la partie qui concerne plutôt... non, avant de revenir, je voulais aussi vous commenter ce document. Donc ce document, c'est l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose. Donc on part d'une quantité 1, on va avoir la phase S, comme pour la mitose, et puis la phase G2. Oui, Alexandre, tout est normalement expliqué dans la vidéo, d'accord? Donc vous regarderez la vidéo pour les plantes, pour les angiospermes, et si après la vidéo il y a encore des questions, je reviendrai dessus, d'accord? Je pense que c'est plus facile avec la vidéo et en même temps vous referez le schéma. Alors même si pour cette vidéo-là, le tableau n'est pas net, j'ai mis du coup une photo du tableau à côté. Comme ça, vous pouvez regarder les deux en parallèle. Voilà. Donc je reviens juste sur la quantité d'ADN. Donc pour cette quantité d'ADN, vous voyez que première division de méiose qui aboutit à des cellules haploïdes à un chromosome à deux chromatides, enfin à n chromosomes à deux chromatides, on divise la quantité d'ADN par deux. Et ensuite, on a la deuxième division de méiose, où là, on va obtenir 4 cellules à n chromosomes à une chromatide, et on divise encore par deux la quantité d'ADN. Donc, entre la cellule mère et les 4 cellules filles, on a divisé la quantité d'ADN par 4. Voilà. Je pense qu'un sujet de colle qui est assez classique, c'est une comparaison mitose-méiose. C'est peut-être un sujet qu'on pourra préparer ensemble ou que vous pourrez préparer prochainement. L'idéal serait que je puisse avoir quelques-unes de vos productions. Alors, je vous redirai quand, on a un petit peu de temps pour ça, et que je puisse ensuite commenter et corriger. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe en en prophase 1? Donc, je vais revenir sur cette figure. La prophase 1 de méiose, c'est vraiment une phase extrêmement importante. Donc, si vous voulez, dans le cours, si vous êtes dans le cours, on est dans diversification par brassage lors de la reproduction sexuée. Donc, les cycles de développement, vous reprendrez en détail. Les étapes de la méiose, donc ça, vous les avez. Et puis, méiose et brassage des allèles, donc grand 2, petit 2. Donc, c'est la page 11 de mon cours. Donc là, on va reprendre la prophase 1 de méiose et le brassage intrachromosomique. D'accord? Donc, cette prophase 1 de méiose, elle correspond à la condensation des chromosomes, comme la prophase 1 de mitose. Mais il se passe quelque chose de très particulier, c'est que les chromosomes homologues s'apparient. Donc ça fait intervenir des protéines. On n'a pas à rentrer dans les détails des protéines qui interviennent, mais ça fait intervenir des protéines et une reconnaissance
des séquences d'ADN. Et du coup, les chromosomes se retrouvent deux par deux et vont constituer, ce dont on avait déjà parlé la dernière fois, ce qui s'appelle une tétrade. Tétrade parce que j'ai 4 chromatides. Cette prophase 1, c'est la phase la plus longue de la méiose. Si vous avez réussi à visionner le film sur la méiose, j'ai vu que certains ont du mal, vous verrez que la prophase 1 dure très longtemps. Alors, pour vous donner une idée de la durée de cette prophase 1, chez la femme, par exemple, la prophase 1, elle est extrêmement longue, elle dure des années. Qu'est-ce qui va se passer? Les cellules mères des ovules, donc les fameuses cellules de la lignée germinale, elles vont rentrer en division cellulaire de méiose dès le 7e mois du développement embryonnaire, enfin du développement fœtal. Donc le fœtus de petite fille, dans le ventre de sa mère, commence déjà à préparer ses futurs ovules. Et en fait, les cellules restent alors bloquées en prophase 1 jusqu'à la puberté. Et à la puberté, régulièrement, vous avez une cellule qui va rentrer, continuer, donc qui va donner des ovocytes. Donc en fait, ces cellules sont déjà des ovocytes en prophase 1 qui vont poursuivre la division, pas jusqu'au bout, jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à la métaphase 2, d'accord? Et ensuite, on aura la suite de la méiose au moment de la fécondation. Donc, vous voyez que chez la femme, la méiose, c'est une division extrêmement longue. Et ça explique pourquoi les risques d'anomalies chromosomiques augmentent avec l'âge de la femme. Ils augmentent aussi avec l'âge de l'homme, d'accord? Parce que la méiose fonctionne moins bien. Mais ils augmentent particulièrement avec l'âge de la femme parce que, en fait, des chromosomes qui sont restés appariés très longtemps, ils vont peut-être avoir plus de mal à se séparer. Donc les risques, par exemple, de trisomie, alors c'est la trisomie 21 qu'on voit, mais du coup, les risques de fausse couche liés à d'autres trisomies sont importants avec l'âge de la femme. Voilà, donc si on peut avoir des enfants plus jeunes, c'est mieux. Voilà. Donc ça vous explique. Et alors, en fait, pendant cette prophase 1, et pendant que ces chromosomes sont appariés, il se passe tout un tas de choses. Il se passe des croisements, des crossing over. Donc, je vous montre cette image. Cette image, elle est vraiment intéressante parce que là, on a deux chromosomes homologues en tétrade et on voit que, en fait, ils ne restent pas du tout l'un à côté de l'autre. Ils sont totalement entrelacés. Et cet entrelacement, il est important. Et on va avoir plein de croisements, d'accord, que je peux vous montrer, que vous voyez, d'accord, qu'on va appeler des chiasmas. Alors, vous pourriez vous amuser à colorer, la diapositive suivante vous colore tout ça. Donc, on a tout un ensemble de chiasmas. Et ces chiasmas, qui sont des zones de croisement entre chromatides, peuvent aboutir à des crossing over, c'est-à-dire à des échanges de chromatides entre les chromosomes. Donc voilà, pour la diapositive suivante, vous avez ici les chromosomes colorés, ça permet d'un petit peu mieux voir. On a le centromère ici, et puis toutes les flèches présentent des zones de chiasma. Alors, ce n'est pas à chaque fois qu'il y a un chiasma qu'on va avoir un échange de chromatides, mais là où il y a des chiasmas, il y a des échanges de chromatides possibles. Comment se font ces échanges de chromatides? Eh bien, on peut le voir ici, d'accord? En fait, ici, vous voyez que vous allez avoir des protéines particulières, d'accord? Qu'on peut appeler des complexes de jonction, qui vont avoir un rôle très important et qui vont permettre de faire de la cassure-réparation, d'accord? Donc, un système cassure-réparation qui va permettre des échanges de chromatides, donc on voit très très bien ici, d'accord? Donc, si vous voulez, si on... Alors, les chiasmas, ils sont n'importe, pour répondre à la question, les chiasmas, ils sont n'importe où sur les chromatides. Donc, ils peuvent tomber au milieu d'un gène, ils peuvent tomber entre des gènes. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de probabilité qu'ils tombent entre des gènes que dans un gène, parce que tout simplement, il y a assez peu de gènes, comme vous vous en souvenez, dans les séquences des chromosomes eucaryotes. D'accord? Donc, en général, les chiasmas sont entre des gènes et vont aboutir à des recombinaisons qu'on va appeler intrachromosomiques. Donc, si vous regardez ici, vous voyez bien que vous aviez CN+, VG+, qui était la combinaison parentale, et
Sur la chromatide suivante, vous avez CN plus VG, d'accord, qui est la recombinaison, qui est là recombinée. Donc c'est finalement un chromosome ici qui va être recombiné. En tout cas, pour l'instant, une chromatide. Et pareil de ce côté. D'accord? Donc on a une recombinaison intrachromosomique. Et on va avoir du coup à la fin des gamètes qui sont parentaux et des gamètes qui vont être recombinés. Alors, les parties, en fait, non. C'est-à-dire que, pour répondre à la question de Manon, je crois que c'est Manon, en fait, les chromosomes, enfin, là où se fait le chiasma, ça se fait au hasard. D'accord? Donc, la probabilité de recombinaison entre deux gènes, par exemple, elle va dépendre de la distance entre ces deux gènes et de la distance physique. Donc, on parle aussi de distance génétique. Alors, c'est Morgan, un chercheur, un généticien qui a travaillé sur les drosophiles, qui a donné cette notion de distance. Et du coup, cette distance correspond au pourcentage de recombinaison et est donnée en centimorgan. D'accord? Et donc, il faut bien imaginer que ces chiasmas, ils se font au hasard. Alors, il y en a, en fait, il y a une ou deux recombinaisons par chromosome à peu près à chaque méiose. Donc, c'est pas entre tous les gènes qu'on va avoir des recombinaisons. Et du coup, hein, la probabilité en général d'avoir des gamètes et des chromosomes qui ressemblent, qui sont les mêmes que les chromosomes des parents, est plus importante que la probabilité d'avoir des chromosomes recombinés. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tous? Donc ensuite, si je reviens sur le document, donc j'ai ça. Ah oui, après, donc la deuxième. Alors, la distance entre deux gènes, c'est le pourcentage de recombinaison. D'accord? C'est-à-dire que plus les deux gènes sont distants, plus le pourcentage de recombinaison sera grande, parce que plus la probabilité pour qu'il y ait un crossing over entre ces deux gènes sera grande. On parle bien sûr de deux gènes liés. D'accord? Sinon, on ne peut pas avoir de recombinaison intrachromosomique si les gènes ne sont pas liés. OK? Donc ensuite, l'autre phase où vous pouvez avoir de la recombinaison, hein, c'est la métaphase 1. Donc elle est ici, vous l'avez à votre disposition. D'accord? Donc ici, vous avez une figure où les chromosomes commencent à se positionner sur la plaque métaphasique. Vous voyez que c'est assez différent de ce qu'on a en mitose, parce qu'en fait, vous avez un chromosome d'un côté de la plaque métaphasique et son homologue de l'autre côté. D'accord? Donc ici, on est en métaphase. Et ce qui va se passer, c'est que les deux chromosomes, la façon dont se disposent les chromosomes de part et d'autre de la plaque métaphasique, c'est le hasard. C'est-à-dire que imaginez ici que j'ai un chromosome d'origine paternelle. En face, j'ai le chromosome d'origine maternelle. À côté, sur une autre paire de chromosomes, ici, je peux avoir le chromosome d'origine paternelle également, mais je peux aussi avoir le chromosome d'origine maternelle. Et ici, j'ai le chromosome d'origine paternelle. Donc, ça veut dire qu'en fait, si je prends deux paires de chromosomes, j'ai deux possibilités. D'accord? Donc, je vais obtenir différentes recombinaisons, cette fois-ci interchromosomiques. C'est-à-dire que le gamète pourra avoir uniquement les deux chromosomes paternels ou uniquement les deux chromosomes maternels. Ça, ce sont les combinaisons parentales, d'accord? Ou bien les gamètes pourront avoir le chromosome paternel, le chromosome maternel et le chromosome, et de l'autre côté, un chromosome maternel, un chromosome paternel. Et donc, dans ce cas-là, ce seront des gamètes recombinés. Voilà. Donc, vous voyez bien que là, alors, je réponds à la question d'Alexandre. Donc, gènes liés et gènes, alors c'est pas libre, hein, c'est indépendant. Donc, les gènes liés sont positionnés sur le même chromosome. Donc, pour chaque gène, vous avez deux copies, hein,
une copie sur le chromosome d'origine paternelle, une copie sur le chromosome d'origine maternelle. Mais si j'ai A et B liés, ça veut dire que A et B sont sur le même chromosome. Si j'ai A et C indépendants, ça veut dire que A et C sont sur deux chromosomes différents. Donc, A et B, je peux avoir de la recombinaison entre eux via la recombinaison intrachromosomique en prophase 1. A et C, je peux avoir de la recombinaison entre eux via de la recombinaison interchromosomique en métaphase 1. D'accord? Alors, pour faire le bilan de ça, eh bien, on va reprendre la figure. Donc ça, c'était un document que vous avez que vous pouvez compléter, hein, que vous avez, c'est un document que je vous avais distribué. Donc je reprends ce document-là, je vais revenir ici, d'accord? Donc on va prendre ici un cas de génotype 2N égale 4, c'est déjà suffisamment complexe comme ça, A et B liés, A et C indépendants, avec à chaque fois deux allèles pour chacun des gènes, donc un triple hétérozygote, si vous voulez. D'accord? Donc on peut le noter comme ça. Donc sur le premier chromosome, donc les chromosomes sombres ici, alors vous pouvez mettre des couleurs hein, quand vous allez recopier tout ça. Alors, oui, je reprendrai le lien entre crossing over et distance juste après, quand je vais reprendre le crossing over sur le schéma ici. Donc, je reprends ici, je vous explique ce schéma, et puis ensuite, je réponds. En fait, ce que je peux faire, c'est je reprends ça, je vous explique tout le schéma sur les recombinaisons au cours de la méiose, et ensuite, je vous laisserai un moment pour reposer toutes vos questions et j'y répondrai. D'accord? Parce que c'est un aspect qui est très important et qui peut être un peu complexe pour vous. Donc, je suis en début de prophase. Alors là, une erreur classique, hein, c'est de mettre des allèles différents sur des chromosomes qui sont identiques. Attention, ici j'ai un chromosome paternel, j'ai bien les deux chromatides strictement identiques. Allèle A1, allèle A1, allèle B1, allèle B1. D'accord? Ici j'ai le chromosome, j'avais dit d'origine paternelle, donc ici c'est le chromosome d'origine maternelle. D'accord? Et donc, bien sûr, que les deux allèles sur chacune des chromatides sont identiques. Une chromatide est issue, enfin, le fait qu'il y ait deux chromatides, c'est issu de la duplication d'un chromosome à une seule chromatide. Donc, forcément, les deux chromatides sont bien strictement identiques. J'insiste là-dessus parce que ça vous a l'air évident maintenant, puis quand on fait les exercices, en fait, on fait facilement des erreurs. D'accord? Et donc, j'ai un chromosome, un deuxième chromosome où je n'ai mis qu'un seul gène. D'accord? Donc ici, la seule chose que je vais observer, il peut y avoir d'autres combinaisons entre d'autres gènes que je n'ai pas notées sur les chromosomes, mais là, la seule chose que j'observe, c'est les recombinaisons possibles entre A1, entre les gènes A, B et C. D'accord? Donc, si je reprends ici, je vais faire un petit peu en détail. D'accord? Donc, je peux avoir de la méiose avec crossing over et de la méiose sans crossing over. Donc, on va déjà regarder ce qui se passe sans crossing over. Donc, sans crossing over, oh mince. Donc, je suis ici. Voilà, je vais y arriver. Sans crossing over, donc j'ai fin de prophase 1, mes chromosomes n'ont pas changé. Il n'y a pas eu de crossing over, il n'y a pas eu de croisement, en tout cas pas de croisement qui concernait les gènes que j'étudie. D'accord? Et donc là, eh bien, la probabilité en métaphase, j'ai deux possibilités. Soit j'ai les deux chromosomes paternels ensemble et les deux chromosomes maternels ensemble, soit j'ai chromosomes paternels et chromosomes maternels mélangés. D'accord? Donc, soit j'ai A1B1 qui va avec C1, soit j'ai A2B1, A2B2 qui vont avec C2. D'accord? Et donc, bon, pardon, je reprends. Soit j'ai ce cas de figure-là, soit j'ai ce cas de figure-là. D'accord? Si j'ai ce cas de figure-là, ben, j'ai deux types de gamètes qui sont des gamètes de type parentaux. D'accord? Si j'ai cela, j'ai également deux types de gamètes, mais qui sont des gamètes de type recombiné. Parce que A1, B1 va aller avec C2 et A2, B2 va aller avec C1. D'accord?
Donc ça, c'est la recombinaison euh, interchromosomique. On recombine A et C, ou alors B et C. En fait, A et B ensemble avec C. En cas de méiose, cette fois-ci, ça se corse. Donc, ici, la seule méiose qui pourra, en cas de méiose avec crossing over, pardon. Donc là, le seul crossing over qui pourra être visible avec les gènes qu'on étudie, hein, c'est un crossing over qui aurait lieu entre A et B. Alors ici, je vois que mes gènes A et B sont éloignés. Or, les croisements se font au hasard entre les chromatides. D'accord Donc, forcément, plus A et B seront éloignés, plus la probabilité d'avoir une recombinaison intrachromosomique entre ces gènes A et B, donc un crossing over, sera forte. Donc finalement, je vais considérer que ma distance entre A et B correspond à mon pourcentage de crossing over. C'est-à-dire que dans la descendance que je vais avoir, qui peut être nombreuse, donc on verra avec la drosophile, c'est facile d'avoir une descendance très nombreuse. Chez l'homme, les statistiques, c'est un petit peu moins simple, d'accord, parce que on ne va pas avoir suffisamment d'enfants pour faire des statistiques simples, mais avec la drosophile, ce sera facile. Avec la souris, c'est aussi faisable, hein, parce que les portées sont nombreuses, il y a beaucoup de portées, etc. Donc, dans la descendance, je vais avoir en fait un pourcentage d'individus qui auront des gènes recombinés. Et donc, je pourrais en déduire le pourcentage de recombinaison. On reprendra ça évidemment dans les exercices de génétique. Donc, voilà ce qui va se passer. Là, j'ai le crossing over en prophase 1. Et à la fin de ma prophase 1, j'ai des chromosomes recombinés. Donc ici, j'ai des chromosomes qui n'ont pas deux chromatides identiques. D'accord ? C'est le seul moment dans la vie des cellules où on peut avoir des chromosomes avec deux chromatides différentes. Alors, malgré tout, là-dessus, il y a une recombinaison intrachromosomique, c'est-à-dire que j'ai A1 avec B2 et A2 avec B1. D'accord ? Donc, ce ne sont pas les combinaisons que j'avais chez les parents. Chez les parents de cette cellule-là. Hein. D'accord ? Donc, ce sont bien des chromosomes recombinés. Et là-dessus, bien sûr que je vais quand même avoir de la recombinaison interchromosomique. Donc, j'ai deux possibilités. J'ai soit cette combinaison-là, soit cette combinaison-là. Et donc, je vais obtenir, cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gamètes différents. D'accord ? Donc, si je fais le bilan, ici, j'obtiens plusieurs catégories de gamètes, d'accord ? J'ai des gamètes parentaux, comme celui-ci, donc A1, B1, C1, d'accord ? J'ai des gamètes, d'autres gamètes parentaux, donc A2, B2, C2, j'en ai 1, 2, 3, d'accord ? J'ai des gamètes qui sont recombinées, mais sans recombinaison intrachromosomique. Puis j'ai des gamètes recombinées avec recombinaison intrachromosomique. Donc les gamètes de type parentaux sont majoritaires. D'accord ? C'est les 1, 3, 1, 2, 3 et 4. Les gamètes de type recombiné sont minoritaires. D'accord ? Donc, si vous voulez, je peux vous laisser un petit moment si vous avez encore des questions. Sinon, on va aborder tout de suite les exercices de génétique. Alors, pour les gamètes, on n'écrit pas de phénotype pour répondre à la première question, parce que simplement, on a directement le génotype qui est haploïde. Donc, on met le nom du gamète entre parenthèses et on fait un trait en dessous. Donc, par exemple, si c'est, je vais vous l'écrire ici, hein. Donc, par exemple, je mets la parenthèse et j'ai un gamète donc de génotype petit a1, B1. Donc, tout ça, il faut que je le souligne. Je ne sais pas si je peux souligner là. D'accord ? Il faudrait que je fasse un trait dessous. Donc, je vais faire une ligne dessous. Voilà.
Et puis ensuite, alors ma ligne, il faudrait que je la mette plus proche. Et ensuite, je remets un point virgule, d'accord? Et je vais écrire B1. Et mon B1, je vais également le souligner. Oh, je ne veux pas, j'y arrive pas bien. D'accord? Donc ça, c'est comme ça que j'écris le génotype d'un gamète qui serait A1, B1. Alors là, c'était C, pardon. Voilà. Donc c'était C1. OK? Bon, j'espère que c'est à peu près clair pour tous. Donc voilà. Donc le génotype, je ne l'écris pas. Le phénotype, je ne l'écris pas. Alors, si j'ai pas d'autres questions, je regarde. Alors, il y avait lien entre crossing over et distance entre deux chromosomes. Je pense que c'est bon pour Louane. OK. Donc, je vais continuer, vous présenter un peu les exercices de génétique, d'accord, de façon un peu plus précise. Donc là, vous faites abstraction de ce qui peut être écrit, donc je passe comme ça, voilà. Donc, sur un exemple d'exercice de génétique, donc en général, ça se présentera comme ça. C'est-à-dire que vous avez un premier croisement entre des parents de race pure, d'accord, et vous allez obtenir une F1 qui est en général homogène et hétérozygote, d'accord. Et donc ensuite, on prend un individu de F1 dont on ne connaît pas forcément. On prend un individu de F1, donc on sait là qu'il est hétérozygote, et on va le croiser avec un double homozygote, mais qui est homozygote pour les allèles récessifs. D'accord? Donc, on a un individu de phénotype dominant qui est croisé avec un individu de phénotype récessif. Et on va regarder ce qu'on a dans la descendance. D'accord? Et donc, ça, c'est le croisement F2. Donc, ça, c'est ce qu'on fait de façon assez générale. Et pour résoudre, et la question classique qui va être posée, c'est est-ce que les deux allèles, les deux gènes que j'étudie, donc là, c'est le gène qui contrôle la taille des ailes, aile normale ou aile vertigale, avec un allèle qui contrôle la couleur du corps. Alors, l'intérêt de faire ce croisement-là, en fait, c'est que les résultats de ce croisement-là vont pouvoir me permettre de dire si les gènes sont indépendants ou liés. D'accord? Donc, en général, les questions que vous aurez en génétique, c'est ça. C'est est-ce que les gènes sont indépendants ou est-ce qu'ils sont liés? Et on va partir à chaque fois de l'hypothèse que les gènes sont indépendants. OK? Ça a été fait énormément chez la drosophile parce que de cette manière, on a établi les cartes génétiques bien avant de savoir faire du séquençage. Donc, les cartes génétiques de la drosophile ont été faites comme ça. Et en fait, quasiment tous les gènes, enfin la grande majorité des gènes ont été de cette manière cartographiés. Alors ici, on voit que dans la descendance, que ce soit mâle ou femelle, on a le même type de résultat. Et on a à peu près un nombre équivalent pour chacun des types. D'accord? Donc voilà comment on va faire. Donc on va faire un échiquier de croisement. D'accord? Donc ici, vous l'avez en bas, d'accord, cet échiquier de croisement. Alors, vous n'êtes pas obligé dans l'échiquier de croisement de dessiner les chromosomes, d'accord? Il vaut mieux mettre les notations comme je vous les ai indiquées dans l'exercice, enfin dans le TP d'hier, entre parenthèses pour le génotype, etc. Mais là, il y a les chromosomes, donc ça facilite un petit peu la compréhension. Échiquier croisement, donc première ligne, les différents types de gamètes possibles pour un des parents, deuxième ligne, les différents types de gamètes possibles pour l'autre parent. Quand on a un individu double récessif, donc diploïde et homozygote pour l'allèle récessif, ben, il peut donner qu'un seul type de gamète. D'accord? Ici, on a un hétérozygote. D'accord? Donc, cette fois-ci, on a 4 types de gamètes, les gamètes parentaux, les gamètes recombinés. Si on part de l'hypothèse que les gènes sont indépendants, c'est notre hypothèse, d'accord? Eh bien, on va considérer que les 4 gamètes ont la même probabilité de se former, d'accord? Si on pouvait reprendre le schéma précédent. Et donc, dans ce cas-là, on a la même probabilité d'avoir chacun
dans la descendance d'avoir les 4 phénotypes, c'est-à-dire les phénotypes parentaux, les phénotypes qu'on trouvait chez les parents, en fait les grands-parents, ici, hein, en P1 et P2, et les phénotypes nouveaux, qui n'étaient pas présents dans les générations précédentes. D'accord? Donc ici, ça va être L vestigial et puis corps gris, ou alors L normal et corps noir. Donc voilà, alors on pourrait faire cet exercice-là de la même manière. Donc là, on fait du F1 fois F1, donc c'est un petit peu plus complexe. Et puis, on a un deuxième cas d'hybridisme chez la drosophile. Donc ici, on regarde donc de nouveau chez les parents. Donc on va regarder à la fois la longueur des ailes et la couleur cette fois-ci la couleur des yeux, les yeux rouges ou les yeux pourpres. D'accord? Alors attention, mâles et femelles n'ont pas tout à fait le même abdomen hein, chez la drosophile. Et donc on obtient 100% d'ailes longues et de yeux rouges, qui sont les allèles sauvages et qui sont souvent les dominants. Par contre, quand on fait... alors ici, en plus, on a un effet avec mâle-femelle, d'accord. Quand on prend une femelle F1 avec un mâle double récessif, d'accord, vous voyez qu'on a cette fois-ci pas du tout une équiprobabilité pour les 4 types de phénotypes. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir des phénotypes dominants et des phénotypes récessifs, enfin non, des phénotypes majoritaires, pardon, qui sont les phénotypes parentaux, et des phénotypes recombinés qui sont minoritaires. D'accord? Alors, en plus, on a ici un phénomène qui est lié au sexe, parce que l'un des gènes est sur le chromosome sexuel, est sur un chromosome sexuel. Voilà. Donc ici, en tout cas, si je prends ce croisement-là et que je fais l'échiquier que j'avais fait précédemment, donc si je pars de l'hypothèse que les gènes sont indépendants, eh bien, je vois bien que mon hypothèse ne tient pas. Parce que mon hypothèse, les gènes sont indépendants, devrait aboutir à une équiprobabilité des 4 phénotypes dans la descendance. Ce n'est pas le cas. Donc ça signifie que mes gènes sont liés. Et après, on peut avoir le pourcentage de recombinaison. Pourcentage de recombinaison, en fait, c'est le pourcentage de phénotypes recombinés. Donc ici, ce serait 13%. On a une distance de 13 centimorgans. OK? Donc avec ça, hein, je vous laisserai faire un petit peu les exercices de génétique. On peut passer maintenant au grand 2 petit 3 du cours, d'accord, qui est le rôle amplificateur de la fécondation. D'accord? Donc si vous avez le cours sous les yeux, c'est bien, sinon je vous le donne. Donc la première chose, c'est que c'est la fécondation qui en fait révèle les phénotypes possibles et va amplifier encore le nombre de recombinaisons. Donc là, nous, quand on a fait... alors, je peux revenir effectivement, Juliette. Donc vous avez ici l'échiquier de croisement entre 2 F1. Donc en fait, ce qui est simple, enfin c'est tout simple, c'est toujours la même règle. Donc première ligne, c'est les différents gamètes possibles d'un des parents. Deuxième ligne, c'est les différents gamètes possibles de l'autre parent. Ici, quand on est F1 par F1, ça veut dire qu'on a à chaque fois des hétérozygotes, donc on a 4 gamètes possibles pour chacun des parents. Donc vous voyez que mon échiquier, il se complexifie. D'accord? Parce que j'ai... voilà. Mais sinon, c'est exactement la même chose que l'échiquier précédent. Donc on fait de la même manière, c'est-à-dire que pour faire un échiquier, c'est première ligne, première colonne qui correspondent aux différents types de gamètes produits par chacun des deux parents. Voilà. Donc si je reviens sur le cours, je peux mettre cette diapo, mais elle n'est pas utile pour l'instant. Donc l'un des points importants, c'est que finalement les résultats ici de mes croisements hein, sont les résultats non seulement de la méiose, mais aussi de la fécondation. Donc voilà. Ensuite, si on regarde les combinaisons possibles, d'accord ? Si on ne prend en compte que les recombinaisons intrachromosomiques, que les recombinaisons interchromosomiques.
Chez l'homme, on a 23 paires de chromosomes. Donc, vous tous, qui possédez 23 paires de chromosomes, combien de gamètes différents possibles pouvez-vous produire? Je pose la question. Allez, la réponse est marquée. Oui, alors expliquez pourquoi, Alix. Vous pouvez même prendre la parole si vous voulez. Alors pourquoi? Parce que si vous avez deux chromosomes, donc 2n égale 4, eh bien on va avoir 2 fois 2 possibles. Enfin, on va avoir 2 puissances, enfin, beaucoup. Parce qu'il y a 2 possibilités à chaque fois, effectivement. Donc, si vous faites de la probabilité toute simple, hein, c'est un tirage au hasard avec 23 possibilités. Donc, vous êtes à 2 puissance 23 possibilités. Donc, 2 puissance le nombre de chromosomes. D'accord? Donc, effectivement, si vous n'avez que 2 chromosomes, vous avez 2 gamètes possibles. Si vous avez 4 chromosomes, sont 2 fois 2, vous avez 4 gamètes possibles. Si vous avez 6 chromosomes, c'est 2 fois 2 fois 2. C'est-à-dire 3 paires de chromosomes, c'est 2 fois 2 fois 2, etc., etc. Donc ça fait beaucoup. Si à ça, on rajoute le fait que le partenaire a également 2 puissance 23 chromosomes possibles, enfin pardon, 2 puissance 23 gamètes produits possibles, la fécondation va faire au hasard 2 puissance 23 fois 2 puissance 23 combinaisons possibles. Donc tout ça pour vous dire que quand on vous dit que vous êtes unique, hein, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, vous êtes tous des individus absolument uniques. Sauf éventuellement si vous avez un jumeau homozygote, c'est-à-dire un jumeau qui s'est mis en place à partir d'une même cellule œuf. Voilà. Alors, si en plus on prend en compte le brassage intra, il faut prendre en compte, vous voyez que là, la possibilité, les nombres de combinaisons explosent. Donc, vous êtes encore plus unique, si vous voulez. D'accord? Donc, effectivement, il faudrait en plus prendre les recombinaisons intra. Donc, vous voyez ici que la reproduction sexuée, hein, c'est vraiment un système qui fait de la diversification et de la diversification importante. Et donc, c'est un système qui est extrêmement coûteux pour les organismes. Je veux dire, fabriquer des gamètes, etc. On y met quand même beaucoup d'énergie. Ensuite, le développement de l'embryon, etc. Hein, chez tous les organismes à reproduction sexuée, il y a une énergie folle qui est passée là-dessus. Si vous prenez les plantes, hein, elles mettent plein d'énergie à fabriquer leurs fleurs, etc., etc. Mais on voit bien que ça a été conservé par l'évolution. Et la raison pour laquelle ça a été conservé, c'est que ça fait de la diversité. Et une espèce avec beaucoup de diversité, hein, c'est une espèce qui a beaucoup de chances de survivre, même avec des modifications de l'environnement. D'accord? Voilà. Alors ensuite, on peut parler, cette diversification, elle fonctionne bien à condition d'avoir des génomes hétérozygotes. Si vous avez des génomes homozygotes, il ne se passe rien. D'accord? Parce que vous recombinez rien si tout est homozygote. Et en fait, il y a tout un ensemble de stratégies qui permettent de maintenir l'homozygotie. Donc, on va passer au paragraphe suivant, allogamie, autogamie. Donc, le plus souvent, les deux gamètes qui vont se retrouver proviennent d'individus qui sont génétiquement différents. Donc, on parle de fécondation croisée ou d'allogamie. On parle d'allogamie quand il y a fécondation croisée. Parfois, on peut avoir des gamètes qui proviennent d'un même individu et on parle alors d'autogamie, d'accord, ou autofécondation. Donc, ça veut dire que dans l'autogamie, on va avoir une consanguinité maximale, d'accord. On peut avoir aussi des phénomènes de consanguinité lorsqu'il y a des échanges de gamètes entre parents et descendants, frères et sœurs, cousins, cousines, d'accord. Donc, quand les gens restent en fait dans un petit cercle, quand les individus restent dans un petit cercle, là, on va avoir des phénomènes de consanguinité. Ici, on a un cas simple.
d'accord? On a une population qui est une population fondatrice, d'accord? C'est-à-dire c'est une sous-population qui est partie, par exemple, sur une île, d'accord? Et qui est entièrement hétérozygote. Et donc, on va avoir des autofécondations. Donc, ça va être une population de plantes qui sont capables, ou une graine, une plante qui est capable d'autofécondation, qui va être ici à l'origine. Donc, on a des autofécondations et on regarde ce qui se passe au cours du temps. Qu'est-ce qui se passe à première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération? Eh bien, on peut regarder, on peut faire les échiquiers de croisement et regarder les pourcentages qu'on va obtenir. Donc, on va considérer qu'on a toujours une population de 32 individus, d'accord? Et donc, on voit que, première génération, par autofécondation, on fait quand même de la variation. On a des homozygotes, des hétérozygotes et des homozygotes, d'accord? Deuxième génération, on va augmenter le taux d'homozygotes. Pourquoi? Parce que ces hétérozygotes-là vont donner des homozygotes. Donc, on aura de plus en plus d'homozygotes. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a des homozygotes, ils ne peuvent donner que des homozygotes par autofécondation. Et donc, petit à petit, déjà après 4 générations, je n'ai plus que 2 individus hétérozygotes sur 32. Et à la fin, je vais fixer une population où je n'ai que 2 types d'individus, soit homozygote grand B, soit homozygote petit b, petit b. S'ils ne se croisent pas entre eux, on n'aura plus de diversité possible. D'accord? Alors ça, c'est un cas un petit peu comme ça simplifié, mais on pourrait faire ça de la même manière pour des croisements qui sont au sein de populations petites. D'accord? Et donc, on observe que très souvent, dans les organismes à reproduction sexuée, il y a des systèmes mis en place pour éviter non seulement l'autofécondation, d'accord, mais également pour faciliter des croisements entre individus qui sont éloignés d'un point de vue génétique. Et donc ça, c'est un point qui est très très important. Alors, chez l'homme, on voit bien que les sociétés interdisent, par exemple, les relations incestueuses, donc au sein d'une même famille. On voit bien même qu'entre cousins et cousines, ça ne se fait pas. En général, on va chercher un partenaire dans un cercle qui est éloigné du cercle familial. Et on sait très bien que quand ça se passe dans des cercles un peu familiaux, donc on a vu ça avec les familles royales en Europe, on va avoir des problèmes de consanguinité qui vont être en fait souvent associés à des maladies génétiques. Donc l'hémophilie qu'on a retrouvée dans beaucoup de familles royales en Europe et en particulier dans la famille royale de Russie. D'accord? Donc voilà, on a ce type de problème-là. Les problèmes de consanguinité, on peut les retrouver aussi dans des villages où il y a eu beaucoup de gens qui sont restés beaucoup entre eux. D'accord? Et donc ça se retrouve pour l'ensemble des organismes. Et par exemple, chez les fleurs, et c'est pour ça qu'on a parlé de la prime vert hier, eh bien, on va avoir des systèmes qui facilitent l'allogamie et qui facilitent également des croisements avec des organismes qui sont éloignés génétiquement. Donc ça, c'est par exemple la pollinisation par les insectes, où les insectes vont aller s'éloigner énormément de la plante mère. Et donc ça va avoir un effet assez important sur les croisements et l'allogamie. On verra qu'il y a ce type de choses aussi quand on refera la reproduction sexuelle. Donc ça, c'est un aspect important qu'il faut garder vraiment en tête. Donc, si je fais le bilan, la fécondation, c'est un phénomène aléatoire, mais il y a quand même des phénomènes de tri. D'accord? C'est-à-dire qu'on trie les partenaires, on trie les gamètes. D'accord? Le tri des partenaires, le tri des gamètes, il se fait via des parades nuptiales, par exemple chez les animaux, via des incompatibilités chez les végétaux. Et en général, ce tri va permettre malgré tout non seulement de, en quelque sorte, choisir un partenaire qui présente des allèles intéressants pour la survie, d'accord, mais également d'éloigner un petit peu d'avoir des croisements avec des individus génétiquement un petit peu éloignés. Il y a un autre phénomène qui va modifier un petit peu la façon dont tout se fait au hasard. Ça va être aussi tout ce qui est domestication et sélection par l'homme. Donc chez l'homme, dans les plantes domestiquées, les animaux domestiqués, là pour le coup, on a énormément d'homozygosie, ce
qui peut poser un problème hein, face à certaines maladies, face à certains risques, etc. etc. Voilà. Donc, la reproduction sexuée, elle est coûteuse, mais avantageuse. Elle produit une diversification très importante et cette diversification, elle va être maintenue énormément grâce à de l'allofécondation, d'accord, de l'allogamie. On a un phénomène qui est aléatoire, non orienté, mais pas totalement aléatoire parce qu'on va avoir un certain nombre de biais et de tri. Voilà. Alors, bien sûr, tous les organismes n'ont pas de reproduction sexuée, en particulier les bactéries n'ont pas de reproduction sexuée, et pourtant on sait que les bactéries présentent des phénomènes de diversification très très importants. Et en fait, on va avoir aussi des recombinaisons, des échanges chez les bactéries, d'accord, des échanges génétiques sans reproduction sexuée, et donc ce sont ce qu'on va appeler les échanges et les transferts horizontaux. Donc on arrive ici à la troisième partie, diversification par transfert horizontaux. Alors, ces transferts horizontaux, ils n'ont pas lieu que chez les bactéries, mais on va déjà les étudier chez les eubactéries, parce que là, on connaît assez bien les modèles. D'accord? Donc, je vais commencer par des présentations. Là, c'est des documents que vous avez dans votre folie. D'accord? Donc, je crois... je ne sais pas. Donc, vous aviez hein, les documents 17 dont j'ai parlé. Et donc, voilà, c'est la dernière page, c'est la page 9 de votre folie, si je ne me trompe pas. Alors, donc là, chez les bactéries, on a plusieurs expériences qui ont montré ce qui a pu se passer et ce qui se passe en général. Donc ici, vous avez deux souches de bactéries qui ont été mises en culture dans un milieu minimum, donc qui ne contient que du glucose, qui ne contient pas d'acide aminé en particulier. D'accord. Ces bactéries, elles sont mises dans ce milieu minimum, soit seules, soit mélangées. Ces bactéries ont choisi des souches qui sont des souches mutantes, donc qui théoriquement ne survivent pas dans un milieu minimum. D'accord. Donc, la souche A, elle est méthionine et biotine négative, c'est-à-dire qu'elle est incapable de fabriquer les enzymes nécessaires à la fabrication de la méthionine et de la biotine. Et la souche B, elle est incapable, elle, de fabriquer la thréonine, la leucine et la thymidine, je crois. Voilà. Donc ça peut être des acides aminés, des nucléotides ou tout un ensemble de choses. Donc ces cellules A, si on les met à pousser sur un milieu minimum, il n'y a aucune colonie. Les cellules B, si on les met à pousser sur un milieu minimum, il n'y a aucune colonie. D'accord? Par contre, on s'est rendu compte que quand on mélange les cellules A et les cellules B, on va obtenir des colonies de bactéries qui poussent. Et quand on regarde leur génotype, elles ont tous les gènes permettant de pousser sur un milieu minimum. C'est-à-dire qu'elles sont devenues MET+, Bio+, THR+, Le+, et Ti+. Donc ça, et quand on regarde en plus leur génome, on voit qu'il y a eu vraiment de la recombinaison. Donc ça veut dire qu'il y a eu des phénomènes d'échange de gènes entre les deux souches de bactéries. Ce n'est pas de la mutation, parce que sinon on aurait des apparitions ici et là. D'accord? Donc avec les souches seules, ici et là. Donc si ici on a apparition aussi rapide, d'accord? C'est-à-dire qu'on les met juste ensemble, on les lave, on les met sur la gélose, d'accord? C'est que les bactéries, elles ont réagi entre elles. Et donc, elles ont échangé des gènes. L'expérience suivante, c'est celle-ci. Donc, en fait, on s'est dit, comment elles échangent des gènes? Est-ce que c'est juste qu'elles meurent, elles posent leur ADN et l'ADN est intégré dans une autre bactérie? D'accord? Donc, pour cette expérience-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mélangé les deux souches et en fait, on les a séparées par un filtre fin, mais qui est un filtre perméable. Donc, qui serait par exemple perméable à l'eau, éventuellement perméable à des macromolécules, donc à de l'ADN, d'accord, mais imperméable aux cellules. Et dans ce cas-là, quand on fait juste ça, pour ces bactéries-là, dans cet exemple-là, eh bien, aucune bactérie ne pousse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse répondre. Le fait qu'aucune bactérie ne pousse. Qu'est-ce qui s'est passé et comment se font ces échanges de gènes? C'est très simple.
J'ai pas de réponse? Oh, oh, il y a 43 présents quand même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner la réponse pour qu'on avance, parce qu'il nous reste peu de temps. Mais ça veut simplement dire qu'il faut que les bactéries soient en contact l'une avec l'autre, ici, dans ce cas-là, pour qu'il y ait des échanges de gènes. C'est forcément du transfert horizontal, Manon, parce que on a deux bactéries et elles échangent des gènes entre elles. D'accord? On va parler de transfert vertical, comme le faisait remarquer Chloé, donc visiblement j'ai fait une erreur sur le cours que je corrigerai. Quand on passe d'une génération à l'autre. Là, on n'est pas passé d'une génération à l'autre, donc on est à même génération et on fait des échanges de gènes. C'est un transfert horizontal. D'accord? Alors, je vais vous donner un petit indice pour que vous compreniez ce qui se passe. Voilà. Voilà mes deux bactéries. Et qu'est-ce que je vois sous ces deux bactéries? Un petit pilus. D'accord? Donc, qui a une sorte de pont cytoplasmique, donc délimité par une structure type membranaire, hein, avec du cytoplasme dedans. Et par ce petit pili, va transiter donc à partir d'une bactérie F+, donc qui possède un facteur de conjugaison, d'accord, va transiter de l'ADN jusqu'à la bactérie F-. Alors ces bactéries F+, hein, elles vont fabriquer leur pili et se mettre à échanger de l'ADN, en particulier quand elles sont dans un état de stress. Donc on voit bien que là, hein, on a un petit échange d'ADN entre deux bactéries. Donc nous, à l'époque, hein, quand j'avais votre âge et que j'ai vu ces mécanismes-là en cours, on appelait ça la sexualité des bactéries, parce que c'est de l'échange de gènes, d'accord, de l'échange génétique. Le terme ne va pas très bien, hein, on préfère utiliser sexualité aujourd'hui quand il y a méiose et fécondation. Oui, allez-y, Quentin, vous voulez prendre la parole? Je ne vois pas si vous demandez. Je ne répondrai pas à cette question, Quentin. Vous êtes grand, vous êtes chez vous. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Oh, un peu de sérieux, jeunes gens, s'il vous plaît. Donc, on a ma bactérie et en fait un pont cytoplasmique et elle va transférer. Alors, on peut transférer un plasmide ou on peut transférer un petit peu d'ADN génomique. Bon, vous savez qu'il y a plusieurs ADN génomiques dans une bactérie. Voilà. Alors, il y a donc voilà un petit peu le mécanisme, transfert des brins d'ADN d'une bactérie à une autre. Donc, les bactéries qui possèdent les facteurs de conjugaison F sont appelés bactéries à haute fréquence de conjugaison. D'accord? Et en fait, ces facteurs F sont portés par des plasmides, ce qui signifie que ce plasmide, hein, il peut aussi passer d'une bactérie à l'autre. Donc ici, vous avez un exemple d'une bactérie HFR qui, cette fois-ci, n'a pas ces facteurs F dans un plasmide, mais directement dans son ADN génomique. Et donc, elle va transférer un morceau de son ADN génomique à l'autre. D'accord? Alors, vous avez un exemple dans le document 19 du mécanisme, d'accord, qui permet le passage d'ADN génomique d'une bactérie à l'autre. Donc, c'est ce schéma-là que vous pouvez éventuellement apprendre. D'accord? En fait, il y a différents cas de figure. Les facteurs AF peuvent être sur des plasmides, ils peuvent être au sein du génome, etc. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que pour qu'il y ait conjugaison, vous avez besoin d'un certain nombre de gènes spécifiques. Donc, c'est un mécanisme qui est extrêmement contrôlé et qui a un rôle très important. Un autre exemple de choses que l'on peut voir, c'est si on reprend l'expérience de Griffiths. L'expérience de Griffiths, je ne sais pas si on l'avait vu un petit peu, hein, c'est l'expérience qui met en évidence que c'est bien l'ADN qui contrôle les caractères. Donc, si vous vous en souvenez, vous aviez des bactéries pathogènes, d'accord, qui pouvaient être lisses ou rugueuses. Et quand ces bactéries étaient rugueuses,
en fait, ces bactéries pathogènes n'aboutissaient pas du tout à une maladie et à la mort de la souris. Quand on prend des bactéries pathogènes tuées par la chaleur, elles ne sont plus pathogènes. Par contre, quand on prend des bactéries pathogènes tuées par la chaleur avec des bactéries R, rugueuses, qui normalement ne sont pas pathogènes, eh bien, elles deviennent pathogènes. Et on regarde, elles sont devenues en fait lisses. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là, pour le coup, on a ce qu'on appelle une transformation. C'est-à-dire que les bactéries, elles sont capables d'intégrer des fragments d'ADN de leur milieu et de se recombiner avec, ou alors d'intégrer des bouts de plasmide, etc., dans leur milieu. D'accord? Et ensuite de les intégrer dans leur génome. Alors, ça ne marche pas à 100%, hein, ce sont des événements rares, mais ce sont des événements qui vont être facilités lorsque la bactérie est dans un état de stress. D'accord? Et il suffit d'une bactérie sur 1 million pour que vous ayez une souche qui devient pathogène. Donc finalement, même si c'est un événement rare, vu que les bactéries sont très nombreuses et qu'elles prolifèrent très vite, eh bien, ça va avoir un rôle majeur. Donc la transformation, c'est le document petit b que vous avez c'est le petit b du document 19 que vous avez. Et donc, vous pouvez mettre à côté que ça a été montré la première fois grâce à Griffiths. Donc, vous avez un troisième phénomène, d'accord, qu'on appelle cette fois-ci la transfection. Et donc là, ce sont des transferts de gènes qui passent par un virus, d'accord. En fait, vous allez avoir un virus, un bactériophage, qui rentre dans votre bactérie, d'accord, qui va infecter la bactérie va mourir, ça va fragmenter son ADN, etc. Le virus sort, d'accord? Mais il peut avoir intégré dans son ADN viral un petit peu d'ADN bactérien. Ce petit peu d'ADN bactérien, eh bien, il va le donner à la bactérie suivante, d'autant plus que les bactériophages, que vous voyez ici, en fait, ils commencent par intégrer leur ADN dans l'ADN génomique. Donc forcément, eh bien, on peut avoir beaucoup de transferts de gènes comme ça. Ces transferts de gènes horizontaux via des virus existent aussi beaucoup chez les eucaryotes. Chez l'homme, on a beaucoup de séquences d'origine virale dans notre génome. Et en général, c'est les rétrovirus. D'accord? Donc voilà un petit peu les trois grands types de transferts horizontaux que l'on peut avoir. Alors, au programme, vous n'avez finalement à connaître qu'un seul mécanisme. Simplement, vous pouvez avoir des exercices qui portent sur les trois mécanismes. Donc, si vous êtes en colle ou vous avez à présenter des choses sur les transferts horizontaux dans une copie, vous ne présentez qu'un seul mécanisme. Par contre, vous gardez les autres mécanismes, donc vous apprenez les schémas d'un seul mécanisme, mais vous gardez, et puis les mises en évidence expérimentales, mais vous gardez les autres exemples en tête et vous comprendrez mieux des exercices qui porteront sur les autres exemples. Je vois qu'il est 11h03. Je vais dire juste 2 mots chez les eucaryotes. D'accord? Je vous ai mis un exercice, c'est le document 20. Alors, je suis désolée, le numéro du document est en bas de la page précédente, mais je pense que vous y arriverez. Donc là, c'est l'exemple que je prends pour le grand 3, petit 2. Donc là, c'est vraiment un exercice que vous pourriez avoir en devoir, enfin au moins en partie. Donc, je vous laisserai le regarder, pas pour demain. Non, au programme, on vous dit un des 3 mécanismes. Un mécanisme à voir en cours. Voilà, donc il n'y a pas de mécanisme particulier au programme. Vous pouvez par exemple apprendre la transformation, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'en plus on utilise dans les laboratoires pour transformer les bactéries, justement. Voilà, et qu'on en a déjà pas mal parlé. Donc après, si vous préférez en apprendre un autre, vous pouvez aussi. Donc sur le document 20, Elysia, je vous laisserai regarder ça. Alors évidemment pas pour demain, parce que je vous ai mis pas mal de choses pour demain. Vous faites ce que vous pouvez. Par contre, donc dans le week-end, ce serait bien de le regarder. Lundi, je ne serai pas là le matin, parce que j'ai une réunion par ailleurs, toujours en numérique, en Skype, mais bon, j'ai une réunion. Mais vous pourrez le faire avant, et puis soit je vous mettrai un corrigé en ligne, soit on prendra un petit moment pour le corriger si vous avez des difficultés. Et enfin, le dernier exemple que je vous ai mis sur le diapo,
C'est un exemple avec les chloroplastes et en fait, les transferts horizontaux entre organismes, entre le noyau et les organismes. Voilà. Donc ça, je le recommenterai un petit peu sur la prochaine session de cours. Je ne vais pas vous garder plus longtemps parce qu'une heure, c'est déjà long et puis vous avez peut-être besoin d'aller aux toilettes. Donc, je vous libère. Au revoir.